c'est Stéphane, votre ingénieur consultant en système d'information. Bonjour, c'est RLP Business. Bonjour et bienvenue sur Radio Libre en Périgord 102.3 dans RLP Business, un nouveau direct depuis le stade Parrot de Coulommiers-Chamiers. Aujourd'hui, nous allons parler bien évidemment d'économie, d'activité économique, des métiers de bouche, de restauration, d'hôtellerie, de gîte. Nous avons avec nous Monsieur Bousquet de l'UMI. Nous avons Monsieur Pascal Laborderie, le président du club hôtelier de Sarlat, et nous avons Monsieur Michael Beltrami, président délégué du groupe Logis Hôtel du Périgord. Messieurs, bonjour. 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 Nous sommes très heureux de vous recevoir dans nos studios pour ce nouveau direct. Tout de suite, les actualités économiques de la semaine. Ne bougez pas, c'est juste après ça. Les actualités. Actualité économique, les chiffres commencent à tomber. La rentrée 2025 a été au niveau des fermetures d'entreprises une des plus dramatiques, je crois, des 10 ou 15 dernières années. Nous avions entendu un petit peu tout et n'importe quoi durant l'été par rapport aux saisons touristiques françaises. Dans cette époque d'instabilité politique, notamment au niveau du budget que nous n'avons toujours pas, nous voulions savoir comment se portait l'industrie majeure du Périgord, c'est-à-dire les métiers de bouche, de restauration, d'accueil et de gîte de nuitée. Messieurs, là, comment s'est passée la saison? C'était comment, en fait, grosso modo, là, dans les bars, les hôtels, les gîtes? Écoutez, je pense que la saison n'a pas été aussi extraordinaire qu'on pouvait le penser, malgré le beau temps qui nous accompagne aujourd'hui pour cette fin de saison, là. Monsieur Bousquet, l'industrie des métiers d'hôtellerie, notamment. Globalement, nous avons eu, sur la restauration, on a eu des baisses de 10 à 15%, et sur l'hôtellerie, c'est la même chose, des baisses de 10 à 15%. Et ça, c'est un phénomène qui, malheureusement, est reconduit d'année en année. Donc, aujourd'hui... Ça baisse chaque année dans le Périgord? Chaque année, dans nos secteurs d'activité, en tout cas. Dans nos secteurs d'activité. Donc, hôtellerie, restauration. Hôtellerie, restauration. Alors évidemment, on trouve toujours des cas particuliers, où des gens s'en tirent mieux que d'autres, des zones géographiques où on va s'en tirer un petit peu mieux que d'autres. Mais par contre, si on s'en réfère qu'aux chiffres du tourisme pur, la restauration a perdu en nombre de couverts et aussi en prix moyen du ticket moyen, puisque les gens font plus attention à dépenser. La restauration, a-t-on vraiment récupéré depuis le Covid? Non. Il me semble. Non, on n'a absolument pas récupéré, et on a un ticket moyen qui est à la baisse. Pour l'hôtellerie et la restauration, pour l'hôtellerie, on est aussi en concurrence frontale avec Airbnb, tout ça. Il faut savoir qu'au niveau national, c'est pas moi qui le dis, c'est l'État. Ils ont répertorié à peu près plus de 600 000 annonces d'Airbnb. Donc autant vous dire que c'est une concurrence qui nous est frontale et qu'on a du mal à accepter, quoi. Ok. Pascal Laborderie, président du club hôtelier de Sarlat, l'hôtellerie, le Sarladais, ça a fonctionné un peu durant l'été? Ça a fonctionné, oui. Après, moins bien que les autres années, ça c'est sûr. Alors, pour revenir sur les propos de Jean-Luc, on a eu quand même après le Covid, on a eu quand même une forte hausse juste après. En 2022, on a fait quand même une très belle saison en 2022, mais depuis 2022, c'est vrai que c'est en... Alors ça, moi j'avais entendu que durant le Covid, la Dordogne avait tiré son épingle du jeu, que les gens avaient fui les plages, mais étaient venus chez nous, et que les hôteliers, notamment et les gîtes, avaient réalisé des bons étés. Voilà. Oui, c'était plutôt pas mal, mais depuis cette date-là, oui, c'est vrai que c'est en baisse d'année en année. Et cette année, un événement particulier, c'est que en général, la période vraiment estivale, où tout le monde est plein, complet, c'est le mois d'août. Et là, cette année, le mois d'août, même certains hôtels n'ont pas réussi à remplir leurs chambres en plein mois d'août. Donc ça devient vraiment inquiétant par rapport à la fréquentation des touristes qui viennent dans le Sarladais, dans le Périgordon en général. Ok. Michael Beltrami, président délégué du groupe Logis Hôtel du Périgord. Au niveau du Périgord, vous confirmez ce que nous dit le Sarladais? Moi, je mettrais des nuances parce que
Disons que dans le groupe Logis Hôtel, sur les dernières années, on a fortement progressé. D'accord. Depuis un certain temps. Au niveau national, ça fait 7 ans qu'on progresse très fort. Et sur les 2022, 2023, 2024, c'était en progression. Cette année, en 2025, dans le Périgord, on est à -6. D'accord. Donc c'est la première année où on accuse une baisse. Monsieur Grave, il dit qu'on était à -7, grosso modo. Moi, sur les 25, oui, ça se Logis rejoint à Hôtel que -6, j'ai, -7, c'est on est à proche. Oui, -6. d'accord. Oui, Et globalement, je pense que c'est comme disait Jean-Luc, c'est la restauration qui a souffert le plus. Dans nos maisons, il faut quand même savoir que la part de la restauration est importante. Bien sûr. C'est presque... Vous n'êtes pas trop soumis à la concurrence des particuliers qui font des petits gîtes ou qui louent de manière ponctuelle sur des Non, parce que je Airbnb, pense ce genre de choses, qu'ils ont les mêmes difficultés que nous, malgré tout. Ah bah oui, la masse, elle est présente ou elle n'est pas présente. Oui, tout à fait. Ok. Eh bien, écoutez, ce sont les invités de la semaine. Ne bougez pas, c'est juste après ça. L'invité de la semaine. Monsieur Bousquet, Jean-Louis Bousquet, qui nous arrive des Aisies, je vous remercie beaucoup. Vous avez un bien joli hôtel là-bas. UMIH. Qu'est-ce que c'est? De quoi s'agit-il? Alors, l'UMIH, c'est l'Union des métiers de l'industrie hôtelière. C'est un syndicat, donc qui est un syndicat patronal qui est là pour défendre les intérêts de ses adhérents. Et on va au-delà de nos adhérents puisqu'on défend une profession. Mon président, c'est Thierry Marx, le célèbre cuisinier, et qui est mon président confédéral à Paris. Et ensuite, nous avons, c'est organisé syndicat régional et syndicat départemental. Donc, je suis le président national. National, c'est un syndicat national qui compte à peu près 80 000 adhérents. Sur le national, et moi sur le département de la Dordogne, on est à peu près entre 300 et 400 adhérents. Ça dépend des années, puisqu'il y a malheureusement il y a des établissements qui disparaissent, et quand ils disparaissent, ils disparaissent syndicalement aussi. Oui. Donc ça c'est un petit peu gênant. Et ce que je voulais dire par rapport aux chiffres que nous avons avancés, aussi bien les uns les autres, c'est que malheureusement, je crois que je suis le plus ancien par mon âge. Avant, j'étais un jeune président. Vous êtes militant depuis combien de temps? Oh, de très longtemps, monsieur. Trop longtemps, je dirais pas. Non. Je dirais pas, mais ça fait très longtemps que je suis président. On se bonifie dans ce genre d'expérience. Non, je vous assure qu'on se bonifie pas. Moi, je trouve que l'expérience nous permet d'avoir une meilleure vision, parfois, d'ensemble, de comprendre les processus sur la durée. Par contre, on a un vécu. Oui, bien sûr. Et le vécu, moi, je l'ai eu dans l'hôtellerie il y a 30 ans ou 35 ans de ça. D'accord. Où on avait un hôtel qui était à peu près similaire à celui que l'on a aujourd'hui. Et à partir du mois de juillet, on envoyait les gens dormir à Bordeaux. Je dis bien, on refusait les gens et ils allaient dormir à Bordeaux. Mais l'école s'arrêtait en juin et nous avions la saison de juillet et nous avions la saison d'août. On parlait même d'Haussien parce que la clientèle changeait. Il y a eu une évolution au niveau du tourisme et de la pratique parce que cette clientèle du mois de juillet, en fait, s'est diluée. Absolument, absolument. Et avec le changement de date de vacances et tout ça, c'est. Mais c'est surtout aussi qu'il y a eu une offre pléthorique, hein. Pas tellement au niveau des hôtels, mais au niveau de ces fameux Airbnb. Aujourd'hui, dans Sarlat, vous voyez les gens qui se promènent avec des valises partout dans la vieille ville, alors que dans la vieille ville, il n'y a pratiquement pas d'hôtel. Donc voilà. Bon, mais ceci dit, c'est les locaux qui font leur petit business. Bien sûr, mais c'est des modes de consommation qui répondent à une demande. Et je ne suis pas opposé à ça. La seule chose, c'est qu'il faudrait qu'il y ait un minimum de concurrence loyale. C'est-à-dire que ces gens-là soient soumis un petit peu aux mêmes contraintes que nous, parce que nous, on a des normes réglementaires, sécuritaires, ainsi de suite, qui sont importantes. Et ces gens-là ne sont pas soumis à ça. Et puis aussi, il faut dire les choses telles qu'elles sont, c'est qu'on n'arrête pas de chercher de l'argent partout et de la nouvelle fiscalité, et que leur fiscalité est quand même relativement modeste. Et oui, mais la nature réagit. Lorsqu'il y a une ultra-réglementation et une ultra-fiscalisation, le libéralisme, s'il ne prend pas la porte d'entrée, il prend celle de derrière. Exactement, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai pas beaucoup, mais j'ai des hôtels qui ont fermé leurs portes et qui se sont transformés en chambre d'hôte, en chambre d'hôte ou un Airbnb, et ainsi de suite. Voilà. Messieurs, au niveau de l'hôtellerie, on va les faire un par un. Là. On va aller. Pascal Laborderie, président du club hôtelier de Sarlat. De quoi s'agit-il ?
En fait, c'est un regroupement de 46 hôtels qui font ensemble la promotion, on fait la promotion du territoire, on part en salon, on s'organise aussi sur des événements, on a des fournisseurs communs, un peu comme Logis. Sauf que c'est juste à l'échelle du Périgord noir et c'est vraiment des hôtels du Périgord noir. Et à Sarlat, c'est très structuré. Sarlat, le Périgord noir est le moteur touristique du Périgord et la Dordogne. On l'a dit en off juste avant. Il y a ça évolue dans le bon sens ou le mauvais pour vous? Vous êtes relativement protégés? Les 46 hôtels là se plaignent ou ça va? Alors globalement, on est tous. Alors il y a, comme disait Jean-Luc, il y a quelques hôtels qui sortent un peu leur épingle du jeu, mais globalement quand même nous sommes en baisse par rapport aux années précédentes. Et on se demande si, l'année dernière, il y avait un petit peu l'excuse de la situation politique qui était un peu instable au mois de juillet, où il a fallu revoter. Donc il y avait un petit peu ça qui a fait baisser un petit peu les réservations. Vous avez vu une incidence des élections sur les réservations? Eh bien, on pensait que c'était peut-être ça. D'accord. Après, il y a eu les Jeux Olympiques. Qui au contraire détourner l'attention. C'est ça. Et aussi qui a un peu bloqué les gens du Nord qui venaient dans notre région, où les gens n'ont pas voulu prendre le risque de traverser Paris. Donc il y a eu une baisse aussi. On s'est dit que c'était ces facteurs-là qui avaient fait un petit peu chuter la fréquentation hôtelière dans notre région. Et cette année, on s'aperçoit qu'en fait, la chute continue à sa progression et on se demande, et on se dit que c'est sûrement le facteur économique. Les gens ont peut-être moins d'argent à consacrer dans les vacances, dans les loisirs, et la situation politique étant un peu instable, ont peur de trop dépenser et restent sur leurs réserves. Non, ça par contre c'est incontestable, ça. Je pense que tout le monde partage cette analyse-là, je l'entends partout. Michael Beltrami, président délégué du groupe Logis Hôtel du Périgord. Qu'est-ce que le groupe Logis Hôtel? Expliquez-nous ça. De façon très simple, le groupe Logis Hôtel a été créé il y a 70 ans. D'accord. Donc aujourd'hui, c'est le premier groupe hôtelier. C'est un rassemblement d'hôteliers. On est 2000. C'est du lobbying. C'est le premier groupe hôtelier français libre. D'accord. On est indépendant. C'est 2000 hôteliers qui sont complètement libres et mettent de leur maison. Ah là, on est vraiment dans les TPE, PME indépendants. Ouais, complètement. On est tous propriétaires de nos établissements. D'accord. Donc il y en a 2000 en France à peu près. Et ça, on ne le dira jamais assez, mais l'industrie du Périgord, dans le Périgord, ce sont beaucoup des entreprises de petite taille, entreprises familiales, ce sont des PME. Ouais, tout à fait, ouais. Ce sont des hôtels de petite taille, on va dire entre 10 et 40 chambres, quoi. Oui, mais qui sont tenus par des familles. Par des familles depuis, bien souvent, même comme celle de Pascal, depuis plusieurs générations. Il y en a plein comme ça, qui sont vraiment l'identité du Périgord en termes d'hôtels, de maisons, de structures, on va dire, et de gastronomie. Il ne faut quand même pas oublier la gastronomie. Bien sûr. Surtout chez nous. Surtout chez nous, ouais. Oui, c'est important. C'est vraiment un des points forts extrêmement importants de notre métier, c'est vrai. Surtout chez Logis, c'est vrai. Alors, dans ce groupement de métiers, donc vous avez on avait dit plus de 2000 hôteliers, ouais. Donc vous avez un regard quand même sur la profession. Ouais. Est-ce que vous partagez l'analyse de vos camarades? Ouais, l'analyse, elle est, si je peux la structurer, aujourd'hui, c'est vrai que le département de la Dordogne a souffert plus que les autres. Ça, c'est indéniable dans les chiffres. D'accord. Malgré que l'Aquitaine est en progression de 16%. Et on est en progression sur le groupe, au niveau de l'hôtel, enfin au niveau des hôtels, en France, on est à plus 15. D'accord. Et ça fait 7 ans qu'on est en progression. Premier département au niveau des nuitées, si j'avais bien suivi auparavant. Ouais, oui, mais c'est vrai que cette année, la Dordogne souffre apparemment plus que le département. Nos collègues logis de la Bretagne ont fait un carton cette année, et le PACA aussi. D'accord. Apparemment, il y a eu certains transferts de masse, je dirais, de clients. Bon, faut quand même pas oublier qu'on a eu un été hyper chaud. On a eu 10 jours ou 15 jours de chaleur. Ouais, mais dans la tête des clients... Du coup, le fait que les gens aient peur de la chaleur et partent en Bretagne, c'est pas ça, parce que tu dis s'ils partent en PACA, c'est pas la chaleur qui fait fuir. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, je suis complètement étonné des chiffres du PACA, qui apparemment... en bord de mer, il n'y a pas de canicule. Je veux dire, l'océan fait que ça... sur la Méditerranée, je pense pas qu'ils aient eu froid. C'est vrai. Mais au bord de l'eau, avec un petit mojito, c'est plus sympa. Ouais, mais a priori, ça serait plutôt l'hôtellerie de luxe qui a extrêmement bien marché sur la Côte d'Azur. Encore la classe moyenne qui, quelque part... Ouais, mais enfin, ça fait des années qu'ils souffrent énormément. Enfin bon, on n'est pas dans ce créneau-là, effectivement, nous.
Mais bon, après, ce sont des chiffres, il faut analyser tels qu'ils sont là. Ils nous sont présentés et ils sont vrais, quoi. Après, maintenant, effectivement, bon, le pouvoir d'achat, ça c'est clair que le pouvoir d'achat au niveau restauration, il nous impacte énormément. Moi, je voudrais aborder 2 dossiers aujourd'hui, si vous me le permettez. Le premier, c'est celui des contraintes qui pèsent sur la restauration et l'hôtellerie. Les gens se demandent pourquoi les prix ont augmenté. On est obligé de dire qu'il y a eu une augmentation des prix. Tout le monde ne comprend pas pourquoi est-ce qu'un menu, parfois, monte à 30 ou 35. On ne comprend pas très bien avec un plat, un dessert. Je sais qu'il y a des raisons structurelles derrière, mais c'est des questions qu'on entend. Je voudrais qu'on aborde ce premier dossier. Et puis après, on parlera aussi de l'emploi, parce que parfois, on se demande vraiment qui sont les personnes qui nous servent. Est-ce qu'elles sont vraiment... est-ce qu'elles sortent du sérail ou pas? Bon, ce sont 2 thèmes comme ça qu'on entend souvent. Bon, là, nous avons quelqu'un qui va pouvoir nous parler des métiers de la restauration. Tout ce qu'on a entendu là, avec les gens qui économisent, qui vont faire leurs propres courses, qui font leurs propres repas, qui s'autorisent moins de repas, je pense que c'est vrai. Ces restaurateurs qui traditionnellement nous faisaient la nourriture de haute qualité, qui sont remplacés par des gens qui nous font des croque-monsieur, c'est aussi une tendance qui existe. Pourquoi ? Écoutez, ça, le pourquoi, c'est un problème de rentabilité. Nous, en Périgord, on avait une gastronomie qui était hyper réputée. Oui. Et cette gastronomie, elle était représentée dans des maisons comme chez Michael, avant c'était chez Charbonnet, c'était une maison hyper connue. Par exemple, chez la Borderie à Tagnès, où c'était hyper connu. Mais toutes ces restaurations étaient des restaurations que moi, je qualifiais de cuisine bourgeoise. Vous voyez, c'était des repas où vous aviez du nappage, 2 verres, 3 verres. C'était une bonne cuisine. On y allait pour ça aussi. On y allait pour ça. On se faisait un plaisir. Et on avait un prix qui était abordable. Malheureusement, les conditions économiques ont mis ces gens-là hors concurrence. Aujourd'hui, vous avez 2 choses qui vous rapportent, c'est ou la petite restauration ou la restauration de luxe. Et toute cette restauration moyenne, si vous voulez, a été vraiment très impactée par les coûts de manufacture, le coût de repas, l'énergie, la matière première, le personnel qu'il a fallu payer plus cher. Et toute cette restauration a été impactée. C'est pas qu'en Dordogne. J'ai fait le constat avec Thierry Marx, il a exactement le même constat que moi. Et toute cette restauration qui faisait le terreau et qui était toute... Non, mais c'est l'offre du milieu qui est en train de disparaître. Mais oui, c'est l'offre du milieu qui est en train de... Exactement, c'est l'offre du milieu, c'est-à-dire qu'on a 2 extrêmes. Ouais, et voilà. Ça, mais c'est pas un très bon signe économique d'ailleurs. Mais c'est certainement pas un très bon signe économique. Vous voyez, à Sarlat, moi j'ai mon adresse, que j'aime depuis que je suis revenu en France. Oui. Là, on rentre, on tourne un petit peu. C'est là que j'ai mon omelette au cèpe ou mon omelette au mori. Oui. Il m'explique qu'il y a des gens qui parfois font 200 km pour avoir cette omelette. Oui. Ben, cette omelette, en 10 ans, elle a pris quasiment 25 ou 30%. Ben oui. Et c'est pas de leur faute, parce que je pense pas qu'elle nous veuille du mal, la madame là-bas. Là, donc, absolument. Bon. Et souvent ces entreprises ont du mal à sortir des marges conséquentes, et même des marges. Ils ont du mal à sortir des marges. Ce que je voulais dire aussi, je voulais rebondir sur les propos de Michael, quand on parlait de cette hôtellerie de famille. Moi, quand je suis arrivé, quand j'ai pris ma présidence, j'avais des établissements de famille qui étaient là depuis 2, 3, 4 générations. Et j'en discutais dans la voiture. Des institutions locales. Exactement. Voilà. C'est fini ça. Les enfants, ils ne reprennent plus. Ils en veulent plus. Ils en veulent plus. Ils veulent pas faire 50 heures par semaine. Ils en veulent plus. C'est ça ? Exactement. Ils en veulent plus. Et puis en plus, la transmission est un autre problème. Et on peut pas transmettre un patrimoine parce qu'il y a 40% qui est décalqué à chaque fois. Et donc, si vous voulez, aujourd'hui, je me retrouve avec des maisons qui avaient 3-4 générations qui sont à vendre ou qui sont fermées. Mais là, vous rejoignez tous ceux qui sont passés ici, au niveau de la Chambre des artisans et autres, ils nous parlent de fiscalité et d'obligations trop importantes au niveau réglementaire. Je pense qu'aujourd'hui, mais bon, on n'arrête pas de le dire en boucle dans les radios et dans les télévisions nationales. Voilà. Le public aussi peut l'entendre. On est au bout on est saturé de fiscalité aujourd'hui. Et de règles. Alors les règles. Moi, j'ai un restaurateur qui m'a dit à une époque, si jamais il y avait une bonne
récolte de cèpes ou un chasseur qui passait, on pouvait faire un plat comme ça à l'improviste. Aujourd'hui, comme il faut qu'on justifie la provenance, on ne peut même plus, et donc bientôt on aura des petites boîtes, on pourra faire que ça. Ben oui, mais ça c'est... Jusqu'au moment où le camping sauvage en face se proposera, lui, sans aucune contrainte et aucune règle. C'est ce qui est en train de se développer. Et c'est en train de se passer quelque part. Voilà, je vois monsieur Beltramé réagir. Oui, ouais, c'est vrai que les cafés associatifs, enfin tout ce qui est restauration de rue, on va dire, hein, il faut quand même savoir, Jean-Luc peut le certifier, ils sont assujettis aux mêmes règles que nous. Hein. Oui. Aux mêmes règles que nous. Tant qu'ils sont contrôlés et que le contrôleur repart vivant. Mais on parle en oui. Mais ceci dit, ça se fait pas, quoi. Et effectivement, c'est à notre détriment, parce qu'effectivement, on a des charges qui sont incroyablement excessives, et qu'aujourd'hui, on peut pas faire autrement que d'augmenter un peu nos prix. Même si ça augmente pas tant qu'on voudrait. Hein. Ça devrait même augmenter beaucoup plus que ça. Mais on peut pas, quoi. Donc aujourd'hui, on concède nos marges, comme dit Jean-Luc. Oui. On concède nos marges. C'est ce que disait. Pour garder et pour rester et pour garder nos clients, quoi. C'est ce que disait ton président, justement, Jean-Luc Thierry Marx, c'est que c'est le fait maison qui souffre le plus. Parce qu'on achète déjà un produit noble qui a un certain coût, on le fait transformer par des personnes aussi qui ont un certain coût, et on le vend justement dans un beau décor, dans une belle assiette, avec des... moi, j'ai pas envie de pain surgelé polonais dans un joli décor. Je veux un truc qui est fait localement. Et pourtant, la restauration rapide est de plus en plus à la mode et de plus en plus attractive pour une certaine catégorie. Je sais que les brioches dorées ou les restaurants justement comme ça rapides font un tabac. Oui, mais quand on y va, on sait qu'on n'a aucune illusion sur ce qu'il y a dedans, on le sait. Voilà. Par contre, lorsqu'on rentre dans un resto, on s'attend à avoir quelque chose qui est fait sur place avec des produits bien sélectionnés. Si vous voulez, prenez un ticket moyen chez McDo aujourd'hui, vous allez voir. Oui, c'est impressionnant, quoi. Ah oui, absolument. C'est impressionnant. C'est impressionnant. On se rend pas compte. Par rapport à ce que l'on fait, nous, dans toutes nos maisons, on fait ce qu'on appelle le menu du jour. Quand on voit le prix qu'on le fait avec, comme dit Pascal ou Jean-Luc, avec les produits locaux, avec... je veux dire, aujourd'hui, un menu du jour dans un restaurant gastro, il est moins cher qu'un menu chez McDo. Oui, il est bien meilleur à la santé en plus. En plus, ouais. En fait, ce qui se passe aussi dans notre profession, si vous voulez, c'est un petit peu l'ubérisation de notre société et la déstructuration de toute notre société. C'est-à-dire que vous avez pignon sur rue, vous êtes contrôlé, vous êtes harcelé, et à côté, on laisse développer un marché, si vous voulez, parallèle. C'est exactement ce qui s'est passé en Grèce. Mécanisme d'effondrement, c'est ce qui s'est passé en Grèce, dans la chute de l'URSS. Exactement. Et malheureusement, nous sommes dans ce circuit et on est en train d'en pâtir lourdement. Mais notre restauration est justement beaucoup impactée aussi par rapport à ça. Maintenant, tous les soirs, dans les communes aux alentours, il y a des marchés gourmands où les gens vont. Bon, après, c'est très bien aussi, mais aussi les sites touristiques aussi font des soirées où on peut manger, etc. Et du coup, les gens viennent moins au resto. Ça, c'est une concurrence saine, je veux dire. Elle n'est pas déloyale. Non, mais c'est pour ça. Ça explique aussi le chute de la restauration. On déstructure notre société, nos métiers, on déstructure tout. Voilà. Bon, alors après, on est en train de remplacer une société par une autre. Le problème, c'est de savoir, on sait la société qu'on est en train de remplacer, on sait pas ce que l'on va avoir en face. Et ça, c'est le gros problème, à mon sens. Et s'il n'y a plus de contrôle sur la fabrication, pour trouver tout et n'importe quoi. Voilà. Ça va au-delà aussi de nos métiers, parce qu'il faut quand même savoir, comme on le disait tout à l'heure, tous ces gens à qui on achète nos légumes, nos agneaux, notre bœuf, nos porcs, ce sont de... Moi, je sais pas, je vais dans les fermes 3-4 fois par semaine. Mais ils souffrent énormément, nos agriculteurs. On leur fait beaucoup de mal. Mais les gens, je crois qu'aujourd'hui, les Français se rendent pas compte du travail que ces gens-là font du matin au soir. Non, mais très bientôt, nous aurons 3 sociétés agricoles qui nous vendront du bœuf aux hormones. On aura beaucoup de difficultés à trouver une production locale, artisanale. Effectivement, c'est inimaginable qu'on ne soutienne pas sur là. Et moi, ils me disent des fois, monsieur Beltrami, Michael, comment on fait? Parce que l'agneau, toutes les semaines, maintenant, il faut que j'amène mes agneaux en tuerie là-bas, ceci. Je dis, écoute, je suis désolé, mais tu es obligé de demander tes prix. Tu ne veux pas faire autrement? Tu veux pas? En fait, manger du bon, acheter du bon, ça devient... Du luxe. Et c'est comme ça qu'en 10 ans, le menu a pris 10 balles. Voilà, grosso modo. Alors qu'en fait, on ne soutient pas une filière en France. On a quand même une filière agricole en France qui est extraordinaire. Il faut le dire, on ne le dit pas assez, quoi. Au niveau de la main-d'œuvre, on a par exemple, nous, l'école ici, je crois qu'elle est à Boulazac, l'école de Sanillac
fait l'encadrement, mais la main-d'œuvre hôtelière, je crois qu'elle est à Boulazac. Alors, c'est une main-d'œuvre de très très haut niveau. Par contre, est-ce que c'est vraiment celle-là qui est employée partout? Moi, quand j'étais étudiant, j'ai payé ma fac en allant bosser, faire les saisons, ce genre de trucs. J'ai parfois l'impression que ces boulots, ces petits boulots, sont plus forcément accessibles à la population de la même manière. Qu'est-ce qui se passe au niveau du personnel là, dans vos métiers? Au niveau du personnel, ça a été compliqué. Je pense que, et c'est toujours compliqué, parce qu'il y a de moins en moins de gens qui veulent venir dans notre profession. Nous, dernièrement, au niveau du syndicat, on a augmenté au niveau de l'apprentissage, on a augmenté la rémunération de nos apprentis. Pour les inciter à venir dans notre profession. Mais il n'empêche que aujourd'hui, on manque crucialement de personnel qualifié. Ça ne se fait pas l'ombre d'un doute. Et dans tous les domaines, que ce soit la cuisine, le service, les employés d'étage, la réception, les gens se détournent un petit peu de nos métiers et c'est dommage. Alors on a eu une mauvaise image. Aujourd'hui, je pense qu'on a quand même une bien meilleure image. Parce qu'au niveau des horaires, c'est un petit peu plus on entend calé. des rumeurs de travail au noir, parfois, pour certaines personnes. Je voudrais débunkons les rumeurs. Ça se fait plus maintenant. Je sais pas, vu l'âge qu'on a tous les trois et ce qu'on a connu. Il y a eu une évolution. 15-20 ans, aujourd'hui, c'est... Il y a une évolution certaine avec, je pense que on est beaucoup plus attentif quand même au bien-être de nos salariés. Une évolution majeure. Il y en a un qui m'a servi il n'y a pas longtemps, visiblement. Il était au RSA, CMU, il apprenait le français et en même temps il a porté mes plats sur la table. Je suis désolé, mais quelquefois ça peut arriver. Oui, bon, après, il y a des entreprises qui ont été soumises au recrutement de personnel et sans en trouver. Vraiment, ça c'est un gros problème. C'est un gros problème. Bon, il fallait que sa petite pique, je l'ai fait. Mais j'entends que la jeunesse, parfois, cette nouvelle génération n'a pas forcément envie de subir des contraintes. J'entends ça de la part de beaucoup d'employeurs. Est-ce que les jeunes générations ont envie d'aller bosser comme le faisaient leurs grands-parents ou leurs parents? Ouais, mais c'est un phénomène qu'on le retrouve dans tous les métiers. Il n'y a pas que vous qui me le dites, c'est pour ça que je le demande. On va le retrouver dans tous les métiers. Moi, je pense qu'on est en train de faire de gros efforts. C'est-à-dire qu'on a augmenté nos salaires, on a augmenté les salaires des apprentis. Au niveau des coupures, vous savez, on avait des horaires qui étaient décalés. Souvent, il y avait une coupure l'après-midi. Ça, on tend à l'éliminer dans nos entreprises. Vous avez aujourd'hui des entreprises comme les Grands Buffets de Narbonne où on travaille 3 jours et demi. Par semaine. Donc, vous voyez, on va vraiment vers des choses... On a un savoir-faire français. Moi, je peux vous dire, lorsque quelqu'un sait vous accueillir, vous recevoir dans un restaurant ou un hôtel, qu'il vous met de bonne humeur, qu'il vous apporte des bonnes choses, qui connaît les trucs, on ne parle pas quand les gens mangent, mais on vient les voir après, ce genre de choses. On a une super école, on a un savoir-faire local, et ces gens-là, en plus, après, peuvent s'expatrier, peuvent aller travailler ailleurs. Il y a matière de se faire une jolie carrière. Il faut le dire, quand même. Mais vous savez, Boulazac, j'y suis pas tous les jours, mais une fois par semaine au moins à Boulazac, puisque ça dépend de la chambre de commerce. Mais ils font un bon boulot. Comme ça vient. Et on fait vous les reconnaissez, quand ils sortent de là-bas, franchement, vous les reconnaissez. Super. On fait un boulot super avec des jeunes qui gagnent les concours les plus prestigieux. Super école, ça. Et en plus de ça, l'école de Boulazac, c'est l'école des entreprises. C'est-à-dire que c'est nos entreprises qui gèrent cette école. Donc, et ça, c'est bien quand c'est l'employeur qui va expliquer de quoi il a besoin. Forcément, ceux qui sont formés correspondent à une vraie demande. Exactement. Vous voyez, moi, je vais faire mon assemblée générale le 4 ou le 5 décembre. Elle se fera à l'école de Boulazac. Tous les ans, mon assemblée générale se fait à l'école de Boulazac pour que les entreprises viennent dans cette école, puisque c'est leur école. Bon, messieurs, il faut vraiment faire un appel parce qu'on a besoin d'élèves, Parce qu'aujourd'hui, les classes d'élèves sont maigres. Donc il y a des places d'apprenants à l'école de Boulazac et il y a des boulots derrière parce que ça recrute. Exactement. D'accord. C'est une filière qui peut être très dynamique. Et puis il y a du boulot pour tout le monde, pour les qualifiés, aussi les non qualifiés. On peut aussi les former sur le tas et les former dans nos maisons. Comme on disait Jean-Luc, la revalorisation des salaires, même au niveau de l'embauche, aujourd'hui, elle est extrêmement importante,
D'accord. Alors, quand on parle je veux dire un petit pic aussi, quand on parle de... Ok. Messieurs, je vous remercie beaucoup d'être venus. C'était Monsieur Bousquet qui nous vient des Aisies, Monsieur Pascal Laborderie qui nous vient de Tagnès au-dessus de Sarlat, Monsieur Michael Beltrami qui nous vient de... De Brantôme, la Venise du Périgord à développer. Messieurs, merci beaucoup d'être venus. À vous tous, chers auditeurs, à la semaine prochaine. La suite des programmes sur RLP. Au revoir. Au revoir. Au revoir. RLP Business. RLP. Radio libre en Périgord.